Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. 2024, année de course à la Maison-Blanche. On est d'ailleurs au cœur des caucus, des primaires, et le choix des électeurs américains aura non seulement un impact, bien sûr, sur la direction prise par les Américains, sur les États-Unis, mais un impact sur la politique étrangère. Tout ça dans un contexte de guerre en Ukraine, un contexte de conflit entre le Hamas et Israël. Alors, on aura le plaisir à tous les jours de jaser politique américaine et internationale avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut, c'est un plaisir que de se retrouver à nouveau à l'antenne avec vous chez Cube. Oui, alors dans chaque épisode, on va décortiquer un peu ce qui se passe et c'est important parce qu'il y a un parallèle à faire, Stéphane, entre ce qui se passera au cours des prochains mois aux États-Unis et l'impact de ces décisions et de ces choix sur les enjeux internationaux. D'abord, on peut se dire que la politique américaine n'est certainement pas une extension de la politique québécoise ou canadienne, mais que parce que notre géographie nous force à être juste à côté, ne serait-ce que sur les questions migratoires qui deviennent aussi intéressantes pour nous. On l'a vu dans les derniers mois, puis on voit que les Américains d'ailleurs se soucient de la frontière au nord et pas qu'au sud. Donc, parce qu'on est géographiquement à côté des Américains, l'actualité américaine nous interpelle directement. Puis, je dirais aussi d'un point de vue presque à la frontière de celui du showbiz, euh, ils produisent de l'information qui a de l'éclat, disons les choses comme ça, et le retour dans l'arène de Donald Trump a certainement ajouté à cet éclat. Tu le disais tout à l'heure, le processus électoral est amorcé. C'est un peu dans cette perspective qu'on commence cette chronique. Alors, je promets à tous ceux qui nous écoutent, l'intention n'est pas de faire l'étape par étape de ce qui se passe dans le processus électoral uniquement, mais comme tu l'as bien souligné aussi, la politique américaine elle fait un peu aussi le calendrier politique de beaucoup, beaucoup de monde. Les déclarations du président Trump ce week-end sur l'OTAN, la Russie, étaient reprises un peu partout. Ça a comme mis le feu aux poudres. Le patron de l'OTAN était obligé de réagir en disant attention, attention, est-ce que le candidat Trump, qui sera peut-être un jour président à nouveau, aurait mis la vie des soldats américains à l'étranger et soldats européens membres de l'OTAN en danger par ces déclarations? Donc, c'est pour dire comme cette actualité américaine est toujours un peu aussi notre actualité à nous. Donc, beaucoup de choses au menu et évidemment, nécessairement aussi, cette passionnante course présidentielle, comme elles le sont toutes. Des fois, on trouve que notre politique au Québec et au Canada est un peu répétitive. Alors, elle l'est en ce moment aux États-Unis parce que c'est un match qu'on a déjà vu. Hein? C'est la revanche des pépères. Grand-papa Biden contre l'agent orange, Monsieur Trump. Mais les modalités sont toujours différentes et surprenantes, surtout quand tu ajoutes dans l'équation l'agent orange Donald Trump. Et c'est là peut-être que ça nous amène à parler des déclarations du week-end parce que elles sont d'intérêt. Le Canada fait partie de l'OTAN et M. Trump a dit attention à tous les pays qui ne paieraient pas leur dû. Ça donne des fois l'impression que des pays membres de l'OTAN ne paieraient pas leurs dettes aux États-Unis. C'est pas le cas du tout. C'est une association où des pays souverains, membres de l'OTAN, doivent rencontrer des objectifs de participation qui a été plus ou moins, en fait, plus que moins fixés à 2% du produit intérieur brut des pays membres. Alors, ça fait pas le compte pour la plupart des pays. Il y a un petit groupe de pays qui paient assidûment. On sait, par exemple, en ce moment que la Pologne, qui voit la Russie pas très loin de ses frontières, elle a beaucoup dépensé depuis quelques années, et on peut le comprendre, mais c'est vraiment à géométrie variable. Le Canada ne paie pas ces 2% depuis très longtemps, se fait tirer l'oreille. Et c'est un peu ce que disait M. Trump quand il était président. Il dénonçait ça et qui vigoureusement, répète Stéphane. aujourd'hui. Pardon? À l'époque, il dénonçait ça vigoureusement. Lorsqu'il était président, ça l'irritait au plus haut point. Alors, ce qu'il a dit en fin de semaine en Caroline du Sud, cette mise en garde-là, en disant, attention, là, si vous êtes un pays membre de l'OTAN, puis que vous êtes attaqué, puis que vous ne payez pas votre juste part, bien, on ne viendra peut-être pas vous défendre.
Alors toi, tu l'as mis au conditionnel. Lui était, disons, plus provoquant. Mais en même temps, c'est une nouvelle, mais c'est pas une nouvelle parce qu'il dit l'avoir déjà dit à ses interlocuteurs quand il était président. Donc, c'est quelque chose qui aurait déjà circulé. Et il l'a aussi en campagne laissé entendre d'une manière ou d'une autre parce que ça résonne très fort auprès des Américains qui, pour une frange importante d'entre eux, commencent à questionner ces guerres à répétition et ce que ça coûte. On sait qu'en ce moment, je fais une petite parenthèse, mais au Sénat, comme à la Chambre des représentants, c'est passé au Sénat, ça va aller vers la Chambre des représentants, on essaie de débloquer plus ou moins 90 milliards de dollars, 90 milliards de dollars, qui s'ajoutent à toute l'aide qui a déjà été apportée à l'Ukraine, humanitaire et militaire, aujourd'hui à Israël pour la guerre qu'il livre contre le Hamas et pour faire bonne mesure, parce que ça devient difficile, particulièrement pour le président Biden, de dire on va juste aider les Israéliens. Il y a dans ce paquet aussi une dizaine de milliards pour de l'aide humanitaire et éventuellement de la reconstruction à Gaza, parce que, disons que c'est un euphémisme que de parler de reconstruction. Dans certains cas, les infrastructures sont à zéro. Alors, politiquement, très difficile pour le président Biden, qui ne fera rien pour les Palestiniens, mais ce qui pèse le plus lourd dans ce paquet, c'est les 60 milliards ou à peu près qu'on destine à l'Ukraine, alors que des républicains, nombreux, probablement pour l'essentiel associés à la frange MAGA, donc au président ou ex-président Trump, disent ça commence à faire beaucoup quand on a nous-mêmes des enjeux importants, domestiques, pour parler en mauvais français. Je ne parle pas que de la frontière américano-mexicaine, mais aussi des villes en déshérence, des problèmes de pauvreté. Donc, est-ce que c'est normal? C'est la question qui est posée. Donc, évidemment, quand M. Trump fait ces annonces-là, quand il parle de l'OTAN, c'est parce qu'il sait qu'il parle auprès de ses électeurs à des gens qui en ont un peu soupé des guerres. C'était au cœur des propositions de M. Trump quand il s'est présenté en 2016, dire un instant, on ne livrera pas toutes les guerres et à tout prix. Et c'est ce qu'il dit. Alors, évidemment, à sa face même, cette idée de, si vous n'avez pas payé, on laissera les Russes rentrer, c'est effectivement pas très, très, très futé ou responsable. C'est même contre-indiqué parce que les pays membres de l'OTAN se doivent les uns les autres la protection. La seule fois où la fameuse clause... Exactement, c'est les mousquetaires, ils sont beaucoup plus que 4. Ils étaient... Ça aussi, ça compte, puis on aura le temps d'en parler parce que je pense qu'on va pas tout dire aujourd'hui, mais ils étaient au départ, l'OTAN, face aux Soviétiques et aux membres du pacte de Varsovie, qui étaient les alliés est-européens des Soviétiques, je dis bien des Soviétiques et pas des Russes. Donc, ils étaient 12 pays, dont le Canada, à avoir créé l'OTAN. Aujourd'hui, au risque de me tromper, il y en a 31. Donc, on enveloppe, comme jamais on a enveloppé la Russie. Il y a évidemment plus le glacis de l'Est ou de l'Europe de l'Est entre la Russie et l'Occident ou l'OTAN, parce que ces pays aujourd'hui sont bien autonomes, comme la Pologne par exemple, et elle fait partie de l'OTAN. C'est donc dire, du point de vue russe, on peut sentir une certaine paranoïa peut-être, en tout cas la proximité des frontières de l'OTAN se rapprocher. J'ai pas parlé de la Bosnie-Herzégovine qui est dans la cour arrière, à côté de la Serbie, et la Bosnie demande à joindre les rangs de l'OTAN. Il y a la Finlande aussi qui demande à joindre les rangs de l'OTAN. Ça devrait arriver probablement au printemps de cette année. C'est la Turquie qui, pour l'instant, se faisait un peu tirer l'oreille de son côté. Mais tout ça pour dire donc que M. Trump, en fin de semaine, faisait ce qu'il a toujours fait. Il a engendré le chaos. Il a donné l'impression qu'on ne peut pas savoir sur quel pied précisément il va danser. Et ça a toujours été son maître mot, chaos, ou l'imprévisibilité. On peut pas parier sur ce que je ferai exactement. Je reviens encore une fois. Est-ce que c'est dans l'ordre des choses, quelque chose qu'on attend d'un futur président des États-Unis que de dire bienvenue les Russes si vous n'avez pas payé vos contributions? Non, pas très futé. Ça participe de la rhétorique provocatrice. Alors, les ennemis du président, ses adversaires politiques vont monter ça en épingle. Forcé de dire aujourd'hui, peut-être que c'est une lassitude, mais que ses partisans et des gens qui comprennent bien la manière savent aussi que c'est pas parce qu'il le dit qu'il est vraiment en appel du pied pour dire savez-vous les Russes, gênez-vous pas pour faire la démonstration des choses, puis envahissez donc, par exemple, l'Estonie ou la Lettonie s'il fallait qu'ils ne payent pas leurs 2%. Je suis pas sûr qu'on en soit là, mais
Ça fait partie de la rhétorique trumpienne. Il est souvent de mauvaise foi. Il arrive aussi qu'il ment. Mais dans ce cas-ci, c'est, je crois, de la pure provocation pour, une fois encore, faire en sorte que les pays membres de l'OTAN paient davantage. Et ça avait fonctionné entre 2016 et 2020. Ça avait fait très, très peur. Mais effectivement, il disait, écoutez, si vous faites pas d'efforts, nous, on n'en fera plus pour vous. Et dans une perspective isolationniste, où les Américains, sous Trump, disent, on a envie de s'occuper de nos affaires, mais moins d'être les policiers du monde, ça se peut que cette idée soit perçue à l'OTAN et ailleurs comme l'intention du président. Et dans de pareilles circonstances, est-ce que ça n'aurait pas un effet, du point de vue américain, positif, dans la mesure où des pays en paieraient davantage? Parce qu'évidemment, s'il y a un risque d'invasion de l'Europe par la Russie, j'y crois pas tellement, je parle d'une invasion tous azimuts, c'est évidemment les Européens qui sont aux premières loges et qui ont tout intérêt à assurer leur défense. Il faut voir qu'il y a un projet de défense européenne qui tourne pas en rond, mais presque depuis très, très longtemps. Et ils n'arrivent pas entre eux à s'entendre, ce qui est paradoxal, parce qu'ils se sont entendus sur une monnaie commune, sur plein de choses, sur des réglementations. On a vu que les agriculteurs, par moment d'ailleurs, trouvent que ces réglementations sont inadéquates, mais sur la défense, ils n'y arrivent pas. Peut-être parce qu'on s'est habitué à l'idée que les Américains, de toute manière, vont faire ce qu'ils ont à faire et se mêleront des affaires des Européens, par extension aussi des affaires des Américains, parce que je pense pas qu'ils ne voudraient voir la Russie faire main basse sur quelques pays que ce soit en Europe. Ouais, donc, cette déclaration-là de Donald Trump avait retenu l'attention aussi en Caroline du Sud. Ses intentions sont pas mal plus claires, par contre, sur les migrants. Lui, il a dit, si je suis de retour à la Maison-Blanche, l'expulsion de la migrants... Maison-Blande. Oui, c'est ça. Mais l'expulsion de migrants allait être une de ses priorités, ça, c'est clair. Et ça aussi, ce discours-là, il est très populaire chez ses partisans. Stéphane, je veux t'entendre aussi sur le rapport... Il n'est pas nouveau de la part de M. Trump. Ah non, ça, t'as entièrement raison. Je veux t'entendre aussi sur le rapport en lien avec la gestion des documents confidentiels du président Biden. Ça fait réagir parce que le procureur spécial qui était mandaté pour se pencher là-dessus a décrit Joe Biden comme un vieil homme à la mémoire défaillante et dans ce contexte-là, ne recommande pas nécessairement le dépôt d'accusation. Est-ce que ça fait mal à Joe Biden pour son image? Bienveillant. Oui, un vieil homme bienveillant. À la mémoire défaillante. Ouais. Alors, c'est ce qui a retenu l'attention. Pas très flatteur. Parce que, non, c'est pas flatteur. Mais il faut comprendre pourquoi il dit ça. Alors, certains diront que Robert Hur a été initialement nommé par Donald Trump, donc que ça serait un allié maintenant pas secret, qui aurait choisi délibérément d'esquinter la réputation. Puis c'est vrai que, à répétition, pour avoir lu le document déposé par Robert Hur, il s'était un peu acharné, mais je vais revenir à ce qu'il voulait démontrer. Puis il faut voir aussi que Merrick Garland, qui est le procureur général, a choisi M. Hur pour faire enquête sur Biden. Peut-être justement pour montrer l'impartialité de ce que le département de la justice nommait quelqu'un qui n'était pas associé initialement aux démocrates pour faire enquête. Mais M. Hur dit tout ça sur ce vieillard, cette personne âgée bienveillante et à la mémoire défaillante, pour expliquer qu'il serait difficile en cours de faire la démonstration que Joe Biden a volontairement gardé chez lui, dans sa maison au Delaware et ailleurs dans son bureau, hors de la Maison-Blanche, des documents top secrets, c'est-à-dire exactement ce qui est reproché au candidat Trump et pour lequel il se retrouvera en cours en Floride. Et franchement, alors, dans l'ampleur, le nombre de documents, sont-ils top secret, top secret, for your eyes only, ça se ressemble pas mal. Et ce qu'on sait, c'est que parce qu'une des choses aussi qui était reprochée à M. Trump, c'était que ces documents étaient dans un cagibi adjacent à une salle où les invités à Mar-a-Lago auraient pu assez facilement mettre la main dessus. Donc, ils n'étaient pas sécurisés. Or, les documents de M. Biden, en fait, pas ceux de M. Biden, ceux du gouvernement américain, étaient dans un garage à côté de sa Corvette, et je ne ferai pas de mauvaise blague avec la Corvette, donc se trouvait là, pas du tout sécurisé, et aussi qu'il avait partagé avec son biographe
fantôme, qui n'a pas signé officiellement la deuxième biographie, aurait partagé de ses notes manuscrites qui étaient des comptes rendus de réunions au Conseil national de sécurité. Et c'est strictement interdit. C'est une des choses qu'on reproche aussi au président Trump, d'avoir utilisé des documents pour dire, regardez, moi j'étais contre la guerre à tel endroit, j'ai la preuve, j'ai un document. Alors, les fanfaronnades de M. Trump sont incontestables, on sait qu'il est capable de ça, mais dans la perspective du est-ce que la justice est à deux poids, deux mesures, ce qui se passe est intéressant parce que est-ce qu'on aurait traité M. Biden, le président Biden, différemment du traitement réservé à Donald Trump? C'est une question de perception qui pèse aussi très lourd pour les Américains, pour les électeurs américains, cette idée que la justice pourrait être au service, par exemple, de la Maison-Blanche. Et là, les apparences sont pas mauvaises, mais sont pas super bonnes. Parce que ce qu'on comprend, c'est que la justice ne va pas traîner devant les tribunaux M. Biden, mais pour les raisons dont tu parlais tout à l'heure. Non pas parce qu'il n'y avait pas de la fumée et donc un feu, mais parce que en cours, les chances de gagner seraient minces compte tenu de ce qu'il est, ce vieillard sympathique, bienveillant et à la mémoire défaillante. Est-ce qu'on pourrait faire la démonstration, sans nul doute, que il se rappelait, savait qu'il avait ces documents. C'est tout ça, je me rends compte que ça fait déjà 15 minutes qu'on parle, c'est passionnant parce que c'est un théâtre politique qui résonne partout et il y a des précédents qui se font qui ont toujours un jour, enfin, qui ont toujours, oui, un jour ou l'autre, chez nous, de la résonance, parce qu'on se met à appliquer les recettes de la politique américaine où certaines des choses dérivent, diront certains, dans notre arène politique à nous. C'est vrai, moi je suis à Paris, je te parle de Paris. La politique américaine a finalement beaucoup d'importance et d'impact, même si c'est pas toujours nommé. Alors je crois que nous aurons, ça c'est, je suis en train d'atterrir, t'as rendu compte là? Je crois que nous Ah aurons oui, beaucoup de choses à l'atterrissage dire. doux. Ah oui, ça c'est clair, Stéphane. On a une longue Mais la piste frontière, d'atterrissage devant nous. je crois que la frontière, enfin, je crois pas, je suis certain, devrait être pour cette semaine un sujet parce que c'est le plus gros sujet que j'ai vu à l'horizon, particulièrement le contentieux entre le Texas et le gouvernement fédéral depuis très, très, très longtemps. Et je ne comprends pas que ça soit ou occulté ou si peu discuté. C'est un vrai point de rupture. Ça ressemble à ce qui a mis le feu aux poudres au 19e siècle quand le Sud a décidé de faire sécession. J'annonce pas que le Texas va faire sécession des États-Unis, mais la logique, le discours, la dispute sur les responsabilités du fédéral versus les responsabilités d'un État, ça ressemble étrangement à ce qu'on vivait donc en 1860 quelques. Et je crois que ça vaudrait la peine qu'on s'y arrête. Alors, c'est un rendez-vous, Stéphane, dans un prochain épisode. Merci beaucoup pour la discussion. Un petit écran près de chez vous, peut-être demain.